Bonjour à tous, nous sommes en direct du musée de minéralogie de l'École des mines de Paris. Nous allons faire une édition spéciale aujourd'hui sur les béryls. Bonjour à tous. Bonjour, donc nous sommes au musée de minéralogie de l'École des mines. Je vous ai fait un petit peu en arrière-plan le long de la galerie et aujourd'hui on va particulièrement parler du béryl. Mais je voulais vous montrer un petit peu évidemment la galerie encore une fois avant de commencer, que les gens aient le temps de nous rejoindre. Je vois déjà qu'il y a de nombreuses personnes qui nous rejoignent, donc bonjour à tous. Je vais retourner la caméra pour en attendant plusieurs personnes qui nous rejoignent pour vous montrer un petit peu dans quelle salle on se trouve ici. C'est la grande salle des silicates. Voilà, on est dans le musée de minéralogie de l'École des mines, dans la salle des silicates. Alors c'est moi qui vous ferai ce petit tour aujourd'hui. Je suis Héloïse Gailloux, conservatrice ici à l'École des mines de Paris. Voilà, et je vais me diriger lentement vers les béryls, la famille des béryls. Alors c'était un vote. Aujourd'hui, vous aviez le choix entre la famille des calcites en général et les béryls. Et vous avez voté largement pour les béryls. Donc, je m'approche ici de ce silicate. J'ai ouvert déjà la vitrine, alors restez avec nous. Ce sera une vidéo moins longue que celle de la semaine dernière. Toutefois, je ne vais pas vous montrer que des pièces de vitrine. Après vous avoir montré la vitrine des béryls, ici, je vous montrerai également les quelques tiroirs. Donc si ça vous intéresse de voir comment le musée s'est avancé à l'intérieur de l'École des mines, vous aurez l'occasion, je vous ouvrirai quelques tiroirs avec plus de béryls à l'intérieur. Donc voilà, nous avons ici la petite vitrine des béryls. Je vais vous retourner ça, vous allez mieux voir ça. Et je vais les prendre une après les autres, comme ça va vous montrer un petit peu une bonne variété de béryls. Alors le béryl, qu'est-ce que c'est? Je vous ai dit, c'est un silicate. Vous voyez la composition chimique ici. Un silicate de beryllium et d'aluminium qui cristallise dans le système hexagonal. Alors, je vais vous montrer de très très beaux exemples au niveau de ce système cristallographique. Généralement, le béryl montre vraiment des belles formes cristallines hexagonales. Alors, normalement, le béryl, dans la composition chimique, il n'y a pas d'éléments qui donnent de la couleur typiquement. Normalement, le béryl devrait être complètement incolore. Alors, la variété incolore du béryl, on la nomme en bijouterie gauchénite. Ici, on n'a pas vraiment de gauchénite. Vous avez principalement là cette aiguemarine qui est finalement assez claire, proche de la gauchénite, mais ça reste une aiguemarine. Donc, en effet, l'aiguemarine, c'est une variété de béryl. C'est la variété bleu à bleu-vert du béryl qui est colorée par le fer de plus ici principalement pour l'aiguemarine. Et vous en transitionnez petit à petit vers des couleurs un petit peu plus bleutées. Alors là, vous voyez, bien à gauche, vous avez principalement de la belle aiguemarine. Moi, ce que j'appelle encore de l'aiguemarine, mais en France, généralement, on appelle ça plutôt des béryls verts, comme vous pouvez le voir ici. Pour moi, tout ça, ce sont encore des aiguemarines ou béryls verts plutôt en français. Alors, je vois quelques commentaires des gens qui nous rejoignent. La version de midi est en français. Si vous voulez la version en anglais, ce sera ce soir à 5 heures. If you want the English version of this little topic on beryl, it will be at 5 p.m. today, French time, 5 p.m. French time. Donc voilà pour la famille des aiguemarines, plutôt la variété aiguemarine du béryl. Alors, ce n'est pas tout. Dans les béryls, vous avez également les béryls bien verts, colorés cette fois par des impuretés de chrome principalement, chrome et vanadium. Et là, dans ce cas-là, eh bien, on appelle ça de l'émeraude. Voilà, vous avez un magnifique exemple. Je pense que vous connaissez tous la localité la localité typique de l'émeraude, c'est la Colombie. Alors sachez que avant la Colombie, il y avait d'autres gisements. Les gisements en Colombie n'ont été découverts qu'au XVIe siècle avec l'arrivée des conquistadors. Avant ça, il y avait d'autres gisements, principalement vous aviez les gisements d'Égypte, les gisements en Égypte qui datent d'environ
On peut les tracer jusqu'à 1200 avant Jésus-Christ à peu près. Après, la vraie date confirmée, c'est à peu près au IVe siècle avant Jésus-Christ. Vous avez le gisement de l'Égypte qui est découvert avec la vallée de l'Émeraude en Égypte. Vous avez également la vallée des montagnes vertes qui se trouve en Autriche et qui était déjà connue des Celtes. Donc voilà, vous avez plusieurs types d'émeraudes. Ici, je vais vous montrer donc une émeraude. Je vous parlais tout à l'heure de système hexagonal. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien vraiment ici l'hexagone parfait que montre cette petite émeraude ici. Ça, c'est typique. Et là, vous la voyez dans sa roche. Donc, dans la roche dans laquelle l'émeraude a cristallisé. Ici, en Colombie, elle cristallise typiquement dans des fractures de roches. Alors cette roche, généralement, elle est plutôt noire. Là, vous en avez un exemple ici. C'est une roche schisteuse, une roche très riche en matière organique. C'est ce qui vous donne cette couleur foncée. C'est une roche métamorphique. Et généralement, en fait, à l'intérieur de cette roche, vous avez des fractures dans lesquelles on percolait des jus, si vous voulez, des jus un petit peu plus riches en chrome. Le schiste, lui, est dépourvu de chrome, mais par contre, il peut éventuellement avoir du beryllium à l'intérieur. Donc, il faut vraiment deux roches avec des contextes complètement différents ici pour vous donner cette magnifique pièce, ces magnifiques émeraudes. Ici, dans le gisement de Russie, vous voyez très bien, on voit très bien la roche dans laquelle l'émeraude cristallise. Voilà, ça c'est de l'émeraude de Russie. C'est donc un micaschiste. Vous voyez cette roche très riche en minéraux micacés, très noirs. Ça c'est vraiment typique de ce gisement. Et regardez un petit peu, on voit bien la schistosité qui entoure ici l'émeraude. Donc je vois que vous continuez à nous rejoindre ici pour cette petite vidéo. Alors là, ce que je vous disais, je vous montre d'abord les échantillons de vitrine, mais si vous restez un petit peu dans quelques minutes, je vais également vous montrer des échantillons de tiroirs. Mais cette vidéo ne veut pas durer si longtemps, je pense qu'on va rester ensemble pendant 10 minutes, un quart d'heure. Alors, donc je reviens à ma famille des béryl, silicate d'aluminium et de beryllium, avec variété aiguemarine bleue, du bleu vert également plutôt de variété aiguemarine. Je vous ai montré la variété riche en chrome et vanadium qui vous donne de l'émeraude. Et je voulais vous montrer également la variété ferreuse, mais qui contient par contre cette fois-ci du fer 3, contrairement à l'aiguemarine, qui est l'héliodore. Donc c'est un béryl de couleur jaune cette fois-ci. Voilà, c'est un magnifique spécimen, vous voyez, il est très grand. Voilà un petit peu la taille de l'échantillon. Je ne veux pas bien le remettre en place, je ne veux pas le casser. Alors sachez par contre que le béryl n'est pas quelque chose de fragile, donc c'est pour ça qu'il est utilisé en bijouterie également. Il a une bonne dureté, à peu près de 7,5. Donc ça en fait vraiment une très bonne pierre pour la bijouterie. Donc là, que ce soit aiguemarine, émeraude, parfois héliodore. Également, peut-être, vous avez entendu parler de la morganite. La morganite, c'est un béryl de couleur rose coloré par le manganèse. Manganèse, mais cette fois-ci, ça va être du manganèse 2+. Et là, juste devant moi, vous avez des béryls rouges. C'était également coloré par du manganèse, mais manganèse dans l'état d'oxydation 3+. Et vous voyez que l'état d'oxydation fait une énorme différence au niveau de la couleur. Une couleur rouge très franche pour ces béryls rouges qui viennent de Wawa Mountain dans l'Utah, aux États-Unis, et les autres morganites qui sont plutôt, elles, d'un rose beaucoup moins soutenu. Vous voyez un petit peu la différence. Alors, morganite, beaucoup de gisements de très belles morganites qui se trouvent au Brésil, également au Mozambique. Et évidemment, la localité incontournable qui est Pala, en Californie, près de San Diego. Voilà un petit peu tous ces différents béryls. Alors peut-être que vous avez noté une différence entre la plupart des béryls que je vous ai montrés, qui sont généralement très allongés, avec des formes, par exemple, parfaites comme c'est celui-là. Voilà, très allongé. Regardez ça, c'est incroyable. Alors là, je pense que vous voyez un hexagone, sans problème. Je vous disais, le béryl cristallise dans le système hexagonal. Donc voilà, normalement, le béryl, c'est une forme allongée, comme ça, allongée, hexagonale, sauf
eh bien finalement la morganite qui généralement cristallise à plat. Alors vous voyez, la morganite est tellement transparente, on voit le socle derrière. Donc on retrouve quand même cette forme hexagonale, mais cette fois-ci, vous voyez que c'est complètement aplati. Alors ça, c'est assez typique de la morganite et en général des béryls contenant un petit peu de césium, des impuretés de césium à l'intérieur. Donc voilà un petit peu pour ces béryls. Alors sachez que, à part pour le cas bien particulier de l'émeraude qui cristallise, en l'occurrence dans des schistes, dans des roches métamorphiques avec reprécipitation un petit peu de fluide riche en chrome, généralement les autres béryls cristallisent dans ce qu'on appelle des pegmatites. La pegmatite, ce sont des roches de composition granitique, assez acides, mais ce sont des roches à très gros cristaux, généralement associées avec du quartz, avec du feldspath. Voilà, regardez, alors ça c'est un de mes cailloux préférés, je l'adore celui-là. C'est un peu un sabre laser, hein. Regardez, c'est absolument quelque chose de magnifique. Alors on revoit la forme allongée du béryl, typique, mais ce qu'on ne voit plus finalement, regardez un petit peu si je le tourne, on voit difficilement la forme hexagonale d'origine et on voit ce lustre absolument incroyable. Alors, comparez ce bel objet, ça c'est vraiment, je vous dis, un de mes cailloux préférés, que je vais reposer gentiment, que je réinstallerai tout à l'heure bien tranquillement, et celui-là qui est à côté, bien cristallisé. Celui-ci a été attaqué chimiquement, mais naturellement, c'est-à-dire qu'encore une fois, dans la roche, dans la pegmatite, il y a eu un jus, un fluide qui est arrivé un peu plus tard et qui a commencé à dissoudre ce petit béryl absolument magnifique et qui lui donne cette allure absolument incroyable. Alors, voilà, ça c'était pour ce qui se passe dans notre vitrine des béryls. Mais je vais vous emmener avec moi un petit peu plus loin et je vais vous montrer quelques tiroirs où on cache d'autres béryls. Alors sachez que la collection du musée de minéralogie, c'est environ 4500 minéraux d'exposés, mais c'est 100 000 échantillons. Alors qu'est-ce qu'on fait de ces 100 000 échantillons? Eh bien, il y a plusieurs catégories d'échantillons. Il y a des échantillons qui sont dans la collection tout simplement parce qu'ils sont en effet beaux, magnifiques, très très bien cristallisés. Comme vous le voyez, c'est des échantillons de vitrine, ce sont vraiment des échantillons exceptionnels. Ensuite, dans les tiroirs, on pourra avoir d'autres échantillons qui sont tout aussi magnifiques, si vous voulez, qui vont nous servir pour des expositions temporaires, par exemple. Il y a d'autres collections, des collections de recherche. Donc là, typiquement, ce sera plutôt des chercheurs qui pourront venir voir, ouvrir les tiroirs et s'ils trouvent quelque chose qui les intéresse, éventuellement, on pourrait les autoriser à faire quelques petits prélèvements. Alors typiquement, cette collection de recherche, ce ne sont pas des choses bien cristallisées, il y a encore parfois de la roche aux alentours, mais elle est typique, ce sont des échantillons vraiment typiques de certaines localités, de certaines formes de cristallisation, et ça ne va pas être magnifique, aussi bien cristallisé que ce que vous allez pouvoir en trouver en vitrine. Voilà, alors je me suis déplacée ici parce que je vais vous ouvrir quelques tiroirs. Alors je vous prends 2 secondes, je vous remontre. Regardez un petit peu en fait. Si vous regardez bien la collection ici, je suis passée à côté des tourmalines. Hein. J'en profite pour vous faire boire quelques belles tourmalines. Vous avez plein de tiroirs. Là j'en ai ouvert quelques-uns, je vais vous les montrer tout à l'heure. Donc je vous dis 100 000 échantillons dans la collection, eh bien c'est principalement des choses qui sont ici dans les tiroirs cachés. Et oui, je vois les trésors cachés, c'est exactement ce que je vais vous montrer. Alors, laissez-moi un petit peu de temps, il faut que je m'installe. J'ai ouvert quelques tiroirs pour vous. Alors, comment ça se passe? Eh bien, typiquement, ça se passe comme ça. Je vais prendre un tiroir, celui-là, il est assez léger, et je vais reprendre la caméra pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Je reviens. Ah oui, c'est du fait main ici, hein, on fait tout. Voilà, alors ça, je vous ai sorti un petit chariot sur lequel j'ai déposé le tiroir. Vous voyez, là, on peut enlever les tiroirs, évidemment. Tout est conservé sous clé, tout est bien protégé ici à l'école. Hein. Donc le public, lui, n'a pas accès à ces tiroirs. Ce sont seulement les conservateurs, les membres du musée et éventuellement, nous pouvons accompagner des chercheurs pour certaines demandes spécifiques pour voir
pour découvrir ces trésors. Voilà, alors je vous ai sorti un tiroir très spécifique. Voilà un petit peu comment ils sont conservés, ces tiroirs. Vous avez un plexi pour protéger les minéraux de la poussière. Donc là que je vais retirer pour vous montrer un petit peu un tiroir de béryl et plus précisément, principalement, ce sont des aigues marines et je vais y arriver, ce sont des émeraudes. Je venais ici pour vous montrer quelque chose en particulier que je n'ai pas mis en vitrine. C'est cet échantillon-là. Alors, vous allez me dire comme ça, oui, bon, il n'y a rien d'exceptionnel. Peut-être, regardez bien. Voilà. Là, je ne sais pas si vous voyez, ici, ce qui se passe. Vous avez quelques petites striations noires qui forment une espèce d'étoile. Peut-être, là, j'ai en fait la contre-tranche ici. Vous voyez ce que c'est? Peut-être certains d'entre vous connaissent. Ce sont des émeraudes trapiches qui viennent de Museau en Colombie. Alors là, vraiment, vous voyez encore la roche brute. C'est vraiment très très rare. Très rare de voir les échantillons bruts comme ça. Généralement, ils sont directement taillés et montés en bijoux. Hein. C'est vraiment rare. C'est les premiers échantillons que j'ai vus encore comme ça, complètement préservés, d'émeraudes trapiches de Colombie. Donc là encore une fois, on voit cette étoile, c'était une étoile noire. Je vais reprendre, là j'en ai un autre échantillon juste à côté. Moins, à l'état brut, on voit beaucoup moins évidemment, mais une fois taillé, poli, hein, vous voyez la belle étoile, on voit pas forcément très bien le vert à la caméra, mais on voit très bien l'étoile composée de ces différents bras ici, principalement composée de matière schisteuse, hein, ce qui vous donne un petit peu l'aspect noir. Alors, dans la famille des béryls, là, j'en ai remis certains en tiroir. Je vous disais, il y a des très beaux échantillons dans certains tiroirs. Hein. Regardez, voilà, typiquement, ce sont des genres d'échantillons qui pourraient servir pour une exposition temporaire sans problème. D'ailleurs, cet échantillon de béryl qui vient de Sibérie a été exposé plusieurs fois. Regardez, quand je le fais tourner, c'est miroitant, c'est absolument magnifique. Voilà un petit peu. Alors, ici, j'avais mis une petite pezzotaïde de côté, hein, juste pour vous montrer aujourd'hui. Ce n'est pas un béryl, ça fait partie de la famille des béryls, mais ce n'est pas un béryl, ce n'est pas l'espèce chimique qui s'appelle béryl, mais c'est l'espèce chimique qui s'appelle pezzotaïte. Voilà, pezzotaïte de Madagascar. Alors, regardez bien, encore une fois, vous avez une forme hexagonale, mais cette fois-ci aplatie. Donc, la pezzotaïte, c'est vraiment très proche du béryl, hein. Mais c'est une espèce minérale légèrement différente qui contient un petit peu de césium. Voilà, pour ça. Voilà, donc je vous ai sorti un tiroir. Donc il y en a des milliers de tiroirs dans cette collection. Là, je vous ai sorti un tiroir qui sortait d'une de ces vitrines. Et maintenant, je vais vous ouvrir un tiroir un petit peu plus particulier. Ça, c'est plutôt ce qu'on appelle la collection de référence. Alors, pour être bien sûr, j'ouvre un tiroir en dessous pour que tout soit stable. Voilà. Donc là, le tiroir ne risque pas de tomber, j'ai mis un cran derrière, donc tout se passe bien. Donc nos échantillons de tiroir, comment ça se passe? Eh bien, tout est inventorié dans notre collection, ils ont tous un numéro, hein, évidemment. Et donc là, dans ce tiroir, j'ai la fiche qui me permet de savoir ce qu'il y a dans mon tiroir. Voilà donc un autre échantillon de béryl. Je voulais vous montrer celui-là parce que je l'adore. Donc vous voyez, il n'est pas en vitrine, il reste en tiroir. Mais il a servi à une exposition récemment à Sainte-Marie-aux-Mines, hein, si certains d'entre vous connaissent le salon de minéraux de Sainte-Marie-aux-Mines. Et moi, ce que j'adore aussi, c'est qu'il y a les vieilles étiquettes qui vont avec. Regardez ça, c'est pas beau ça? J'adore, je suis vraiment fan de ces vieilles étiquettes. Donc vous voyez, on essaie de bien préserver les étiquettes quand elles sont anciennes comme ça. Hein. Alors là, vous voyez, on dit béryl, on dit même pas forcément béryl. Sur l'étiquette, il y a marqué émeraude. En gros, toutes les béryls de qualité gemme, c'est-à-dire, eh bien, vous voyez comme celui-ci avec une belle couleur, une belle transparence. Regardez ça, c'est absolument incroyable. On les appelait béryl, on les appelait émeraude, principalement jusqu'au 19e siècle, hein, finalement. Voilà, merci à tous. Je vois qu'il y a encore des gens qui nous rejoignent. C'est super sympa de nous rejoindre. Regardez ça, j'adore les béryls, la forme hexagonale, hein, béryl qui cristallise dans le système hexagonal sous forme de fuseau comme ça. Je vais le remettre en boîte.
Et par exemple, allez, je vais prendre celui-ci, un autre béryl, cette fois-ci variété morganite, qui vient du Mozambique cette fois-ci. Alors là, c'est encore une fois, on voit encore la forme hexagonale, mais plus aplatie. On voit même un petit peu de l'épidolite. Je ne sais pas si vous voyez sur l'échantillon, il y a quelques petits cristaux de l'épidolite qui font partie de la famille des mica, ici, typiques des pegmatites. Donc voilà un petit peu comment ça se présente dans notre collection. Je vous avais promis que je vous allais pas vous garder très longtemps. Donc je pense que je vais bientôt arrêter cette vidéo. Mais voilà un petit peu ce que je vais vous proposer aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Du coup, je vais retourner la caméra. J'espère que ça vous a plu. On a fait une petite vingtaine de minutes. Si vous avez d'autres demandes, vous aviez le choix aujourd'hui entre la calcite et le béryl. Largement, vous avez voté pour le béryl. Vous m'en trouvez ravi, mais vous allez voir, vous allez peut-être louper quelque chose quand même avec les calcites. Alors, avant de vous laisser, je vais vous montrer très rapidement ce que vous avez loupé au niveau des béryls. Je vais marcher dans la galerie, donc comme ça vous permet de voir un petit peu la galerie avec moi. Donc, je vais vous montrer très vite fait ce que vous avez manqué en choisissant les béryls plutôt que la calcite. Je passe à côté très vite, vous voyez, on a également toute une belle collection de gemmes ici à l'école des mines. Ce ne sont pas que des minéraux, nous avons des gemmes, nous avons des météorites. Allez, je retourne la caméra pour vous montrer les calcites dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui, tant pis pour vous. Mais regardez un petit peu la variété, c'était celle que je vous avais proposée en photo ici, la variété de formes, de couleurs que peut présenter la calcite qui est un carbonate de calcium. Voilà, un magnifique spade d'Islande qui ne vient pas de Madagascar mais d'Islande ici. Voilà, toutes les calcites que vous avez manquées, avec mon préféré ici, cette calcite qui a complètement remplacé un oursin. Voilà, encore plus. Sur ce, je vais vous dire, j'espère à très bientôt, j'espère que ça vous a plu. Ça aussi j'aime bien à côté là. Ça c'est très joli, c'est de la rhodochrosite. J'espère que cette petite visite virtuelle vous a plu. Je ferai une version en anglais ce soir à 5h, à 17h. So the English version would be at 5 p.m. tonight, French time, ok? Au revoir, merci de nous avoir rejoints pendant cette session en français sur le béryl et je vous dis à très bientôt. Continuez de nous suivre donc à Minéralotech sur Instagram, sur la page Facebook. Nous avons également une page LinkedIn à présent, donc n'hésitez pas, on a plein de choses à vous proposer. On a également une page YouTube sur laquelle vous allez pouvoir découvrir beaucoup de vidéos sur certains minéraux, certains éléments chimiques, certaines roches. Donc n'hésitez pas à aller consulter également dans notre page YouTube qui s'appelle tout simplement Musée de minéralogie, Mines ParisTech, c'est le nom de ce musée ici. À très bientôt, au revoir et bonne journée. Il fait très beau ici sur Paris, profitez-en. Au revoir.